Bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. La première chose que je voulais dire, c'est d'abord merci surtout d'avoir insisté, puisqu'on avait voulu l'organiser en février autour de la Saint-Valentin, ce qui avait du sens, et ça pouvait donner plus d'idées à certains, surtout les célibataires ou même ceux qui sont en couple. Et puis à cause des grèves, on l'a reporté au mois de mai. C'est agréable aussi. Et là, on va parler des couples et des relations amoureuses. On va avoir deux parties dans l'exposé. La première partie, c'est comment, quand vous êtes en couple, garder votre relation la plus sereine et paisible possible face à plein de perturbations, comme des disputes, etc. Et voir quelles sont les clés et les paramètres d'un point de vue mathématique qui vous permettent d'avoir la relation la plus longue et la plus épanouie possible. Donc c'est déjà un bon conseil pour les couples. Et la deuxième partie concerne à la fois les couples et les célibataires. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les applications de rencontres sont utiles ou pas? Donc on verra, ça c'est un des derniers travaux de recherche sur lesquels on se penche. Donc on a tout un programme, on va regarder ça, avec une mauvaise nouvelle. C'est qu'un mariage sur deux se termine par un divorce. Donc ça vient pas de moi, hein, c'est l'INSEE qui dit ça, et puis c'est assez global. Donc mauvaise nouvelle, mais pour voir justement si quels sont parmi vous ceux qui sont en couple ou pas, j'aimerais bien que vous utilisiez votre téléphone. Ça sera assez interactif, vous verrez. Vous avez juste à scanner, ça vous met un lien, c'est gratuit, hein, il n'y a rien, il faut juste cliquer, et il y aura un questionnaire. Oh, pardon. Alors, attendez, je vais revenir en arrière. Voilà, il faut juste le scanner. Et c'est anonyme, surtout c'est anonyme. C'est-à-dire que vous n'avez pas à rentrer votre nom ou quoi que ce soit. Et je vais juste, vous me dites quand c'est prêt, et je vais lancer le questionnaire tout de suite après. C'est bon? Allez, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Hein. Ah, allez, je vous le redonne. Donc il faut juste se connecter, c'est un lien sur un site web qui s'appelle WooClap. Pour ceux qui sont enseignants-chercheurs, c'est vraiment bien parce que ça permet aux étudiants d'interagir. Je vais juste le démarrer, comme ça, en fait, 2 secondes, je vais juste le démarrer comme ça. Alors, voilà, et là normalement ça devrait s'afficher sur votre lien, sur votre téléphone, et vous pouvez répondre. Alors je sais pas si, voilà, donc, alors pour ceux qui l'ont pas encore, je remets ça et on verra le résultat des statistiques. Normalement, dès que vous avez téléchargé, vous avez juste à répondre oui ou non. C'est pas compliqué pour l'instant. Ça va. Qui est en couple dans l'audience? En tout cas, ceux qui ont répondu, vous voyez à peu près. Alors, c'est pas des statistiques super fiables. Hein, il y a 12 personnes qui ont dit oui et 3 qui ont dit pas moi. Ça se situe autour de 70-80% qui sont en couple. Donc, la première partie vous intéressera. La deuxième aussi vous intéressera. Et la deuxième question, une question importante qui va s'afficher sur votre téléphone aussi. Et là, par contre, vous avez le choix, c'est depuis combien de temps? Donc on a dit à peu près entre 70 et 80% d'entre vous sont en couple. La question qui m'intéresse, dans le public, c'est à peu près depuis combien de temps? Vous pouvez venir par là si vous voulez, hein, avec grand plaisir. Et vous pouvez jouer au jeu. Il n'y a rien à gagner, mais vous pouvez jouer. Donc il y a quand même 2 personnes qui sont en couple depuis plus de 20 ans. Il y en a qui sont en couple depuis moins d'1 an. La majorité, on va dire, dans ce petit auditoire, c'est entre 5 et 10 ans et entre 10 et 20 ans. Ça se joue à peu près sur un mouchoir de poche. Pourquoi je vous fais ce petit questionnaire? Je vous en donnerai un tout à l'heure après, qui sera encore plus intéressant, vous verrez. Et je vais revenir à ça. C'est qu'il y a une étude qui a été faite par l'INSEE suivant les générations. Ceux qui sont nés dans les années 70, 60, 50, 60, 70 et 80. Pour ceux qui sont un peu plus jeunes, ça ne vous concerne pas. Par contre, ça risque d'être un peu plus inquiétant parce qu'on regarde en fait le temps, la durée est en abscisse, et ça c'est le nombre de couples qui durent. C'est-à-dire que plus ça descend, moins ça dure. D'accord? Et on voit que les couples qui durent en moyenne le plus longtemps, ce sont ceux des générations des années 50. Alors, je vais vous donner un exemple. Ceux des années 50 vivent en relation. Alors,
peut-être pas épanouis, peuvent se disputer, etc. Mais en tout cas, en moyenne, autour de 50 ans. Par contre, ceux des années 80, c'est autour de 16 ans. Alors, ceux qui sont nés dans les années 90, 2000, 2010, alors 2010 non, mais 2000, je m'inquiéterais dans le sens où ça va dans... La tendance est d'aller plutôt vers la gauche ici, hein, d'accord. Donc la question qui se pose, après ces deux mauvaises nouvelles, c'est-à-dire un couple sur deux finit par un divorce, et puis plus on a des générations qui évoluent, moins on va durer, est-ce qu'il faut être résigné à laisser le hasard guider nos relations? Alors, la réponse, une des réponses, peut venir des mathématiques. Et ça tombe bien, parce que les mathématiques, c'est compliqué, et les relations amoureuses aussi. Donc, les deux sont faits pour s'entendre. Dès qu'on a deux choses compliquées, on essaie vraiment de les expliquer. Et ce n'est pas une idée qui est vraiment très neuve, elle date de 1988. Et je vais vous expliquer historiquement ce qui s'est passé. Le professeur qui est à gauche, hein, c'est Steven Strogatz. À l'époque, il était professeur à Harvard. Et ce qui est encadré, qui était un peu petit à écrire, il a publié un article en disant j'enseignais les équations différentielles. Alors pour ceux qui m'ont eu en cours ou ceux qui ont fait des équations différentielles, en physique, en maths, ont peut-être un mauvais souvenir des équations différentielles. C'était pas tellement rigolo. Puis en plus, c'est une histoire de ressorts qui se balancent ou des choses comme ça. On regarde. Il n'y a rien de vraiment fun. Et il avait décidé, c'est ce qu'il explique dans l'encadré, de tester son cours avec d'autres applications, notamment les relations amoureuses. Et il a marqué, hein, c'est marqué noir sur blanc, croyez-moi, vous vous rapprocherez, vous verrez, que ça a marché super bien. Les étudiants étaient super au taquet. Ils ont dit, et du coup, ils ont appris les équations différentielles, c'est-à-dire l'outil mathématique, grâce à cette application des relations amoureuses. Et l'application qu'il a donnée, c'était les relations entre Roméo et Juliette avec des oscillations, ou des équilibres, ou même la rupture, hein, etc. Il a fallu 10 ans avant que quelqu'un essaye de prendre cette tentative au sérieux. Et c'est un Italien, ça ne s'invente pas, hein, Sergio Rinaldi, qui est un physicien, qui a étudié le problème de façon sérieuse, publié dans une revue mathématique sérieuse, sur les amours entre l'or et Pétrarque. Là, alors l'italien est à gauche, Sergio Rinaldi, et le papier de 1998 est à droite. C'est un cas de relation cyclique, c'est-à-dire avec des hauts et des bas. Alors, comment ça marche? Alors, avant de vous faire les équations, mais je vais pas, vous inquiétez pas, il y a très peu d'équations, je vais juste vous expliquer comment ça va être. L'idée lui est venue à Sergio Rinaldi, celui du bas là, ici, d'un chercheur britannique qui était spécialiste de la littérature italienne. Et ce chercheur britannique était spécialiste de Pétrarque. Pétrarque, qui est du XIVe siècle, qui a écrit des poèmes et qui a fait un recueil de 366 poèmes parce qu'il était fou amoureux de Laure et Laure était déjà mariée. Donc, il était quelquefois exalté, pensant qu'elle lui prêtait attention, des fois désespéré, sachant qu'elle s'éloignait de lui. Il n'a jamais rien fait avec elle, donc c'est un vrai poète, c'est vraiment platonique, etc. Et les poèmes, les 366 poèmes, il y en a certains qui sont datés, mais la plupart ne le sont pas. Et l'idée du chercheur britannique spécialiste de Pétrarque était sur un axe, sur le temps, et sur le vertical, de mettre être exalté et amoureux, c'était positif, être triste et désespéré, c'était négatif, et de mettre des points où il y avait des dates. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'en a mis que quelques-uns, les autres, ils n'arrivaient pas à les dater. Et en mettant ces points, le chercheur italien a dit, c'est bizarre, ça ressemble à quelque chose qui oscille. Et donc il a dit, je vais faire un modèle mathématique essayant d'expliquer cette relation, et voir si après je peux dater les poèmes qui manquent. Alors, il a pris une équation pour l'or, une équation pour Pétrarque, et une équation pour l'inspiration. Je ne vais pas vous décrire. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a en haut et en bas, en fait. Le premier terme, qui est ici, alors je ne sais pas si je dois avoir un pointeur. Oh, c'est pas très grave, je vais ici, là, ça sera plus simple. Ici, c'est la variation de l'amour, c'est-à-dire la variation du sentiment amoureux. Plus on est amoureux, plus c'est positif, plus ça monte. Moins on est amoureux, plus ça descend. C'est très basique. Hein. Ici, c'est le sur de l'amour, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
Quand on est avec quelqu'un, ben, on se lasse de cette relation amoureuse. Le deuxième terme ici, c'est l'influence de l'amour sur l'autre. Et on va regarder ça de façon plus attentive, c'est-à-dire comment l'autre se perçoit vis-à-vis de notre amour. Je vous donne un exemple très simple. Si on est très basique, plus on nous aime, plus on va aimer. Plus on nous déteste, plus on va détester. C'est très simple. Il y a des relations beaucoup plus complexes. Imaginez que vous ressortez d'une rupture amoureuse qui vous a fait énormément souffrir. Et que quelqu'un s'approche de vous. Au début, ça vous fait plaisir parce que vous vous sentez quand même désiré. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas désiré comme ça. Mais à un moment donné, ça s'approche trop de vous. Et au lieu d'être encore plus amoureux, vous allez vous écarter en disant « je ne veux pas revivre ce que je viens de passer ». Et en fait, votre réaction amoureuse est contre-intuitive et va à l'inverse de ce qu'on aurait pu penser. Et la dernière chose, c'est le pouvoir d'attractivité. Alors, le pouvoir d'attractivité, on en reparlera, c'est très, très important. Au début, quand on se rencontre, c'est plutôt basé sur le physique, c'est-à-dire quelqu'un nous attire l'œil, etc. Au bout de quelques mois, voire des années, le physique, on est habitué au physique, et puis il y a un peu de relâchement, d'accord ? Et ce qui va se passer, c'est que l'attractivité ne va faire plus partie du physique, mais plutôt du charme et de ce que l'autre apporte au niveau de l'humour, au niveau de l'attention, au niveau de la complicité, etc. Donc l'attractivité qui semble être un paramètre simple, juste un paramètre, en fait est une complexité de paramètres qui évoluent dans le temps. Au début de la relation, c'est le physique qui prend le pas, et à la fin, c'est quelque chose de moins physique. Je vous donne un exemple. Vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un qui fait de la musculation, hyper musclé, bodybuilder, mannequin, etc. Au début, ça va être super. À un moment donné, vous allez dire, mais cette personne a... Alors, désolé, je ne vais pas faire de cliché ni quoi que ce soit, c'est un exemple pour très, très caricatural, hein, d'accord ? Au bout d'un moment, vous dire, bah, cette personne n'a aucune conversation, vous allez vous embêter. Et vous allez vous dire, est-ce que je reste avec cette personne ou non ? Il y en a qui vont dire oui, d'autres non, ça dépend des caractères. Mais c'est juste pour vous faire sentir ce qui va se passer. Et au contraire, vous avez quelqu'un qui, au début, physiquement, n'était pas la personne qui va vous attirer, et à un moment donné, à force de rencontres et de discussions, ça va bien se caler, etc. Et vous allez tomber amoureux de l'ensemble de la personne et de son pouvoir d'attractivité. Donc là, il y a 3 paramètres qui sont intéressants, enfin trois termes. Le premier terme, c'est l'usure. Le deuxième, c'est l'influence, c'est-à-dire le retour de l'amour de l'autre. Et le dernier terme, c'est l'attractivité. Rinaldi, le chercheur italien, a dit Pétrarque est basique. C'est-à-dire que ce terme ici, qui est le retour de l'amour, est plus on m'aime, plus j'aime, plus on me déteste, plus je déteste. C'est une ligne droite. On dit que c'est linéaire, d'accord ? C'est très très basique. Laure, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà mariée. Donc, elle aime bien être charmée. C'est-à-dire que, en fait, quand Pétrarque lui montre de l'amour, elle, ce qui va se passer, c'est qu'elle va lui montrer de l'attirance aussi, en disant « ça me fait plaisir de charmer, etc. » Par contre, si tout d'un coup, Pétrarque devient de plus en plus insistant, elle dit « oh là là, je suis mariée, je vais me casser là. » Et donc, en fait, ça va chuter. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Pétrarque, voyant qu'elle s'en va, lui va aller vers ici, et qu'est-ce qui va se passer ? Il va s'éloigner d'elle. Alors au début, ça ne va rien lui faire, hein. Mais s'il est trop éloigné, elle va se dire « ah, il s'éloigne un peu trop, donc je vais remonter et essayer de le reconquérir. » D'accord ? Donc en fait, c'est une sorte de jeu entre les deux qui va se créer. Alors là, j'ai fait un truc comme ça, mais c'est juste comment elle réagit vis-à-vis de l'amour de Pétrarque, comment Laure réagit vis-à-vis de l'amour de Pétrarque. Ce schéma-là, qui est comme ça, c'est une fonction cubique pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques. C'est l'équivalent de « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Et ça peut être des relations qui peuvent durer très longtemps, jusqu'à ce qu'un des deux se lasse, hein, d'accord ? Et en général, c'est celui qui essaie de suivre qui se lasse en premier. Eh bien, si vous regardez, les points en bleu, c'est les données des poèmes datés par l'italien, par le britannique spécialiste en littérature italienne, et en rouge, c'est les résultats du modèle, du mathématicien, et il a vu que ça fitait, en fait, que ça collait vraiment aux données, et il a réussi ensuite à dater certains poèmes qui correspondaient vraiment, et à les placer, c'est-à-dire qu'il savait que certains
poème devait aller là, d'autres ici, d'autres là, etc. Donc il a réussi à placer des poèmes. C'est la première application des modèles des relations amoureuses dans la littérature avec un modèle mathématique pris au sérieux. Du coup, il est dans la lancée, début des années 2000, il a dit je vais essayer de tester d'autres situations, et notamment le mensonge. Il n'a pas été très loin, il a été dans la littérature, notamment la littérature française, il a pris Cyrano de Bergerac. Alors, le contraste de l'écran n'est pas super top, mais en gros, il y a plusieurs... Alors, ça vient du papier, c'est-à-dire que l'article de recherche, il a découpé en 9 cases l'histoire de Cyrano de Bergerac basée sur le film, et ça, c'est une image de l'article, hein. C'est-à-dire qu'il dit, au début, Cyrano est fou amoureux de Roxane, mais Roxane, alors Cyrano n'est pas attrayant d'un point de vue physique, d'accord, il a un grand nez, etc. Par contre, il sait bien parler, il sait bien écrire, et Roxane, elle est amoureuse de Christian, de Neuvillette. Christian, lui, est très beau, et fringant, etc. Et donc, ce qu'il y a, c'est que, il y a une sorte de triangle qui va se mettre en jeu, et par dépit, on va dire, Cyrano va aider Christian pour séduire Roxane, et Roxane va être séduite, et elle va se rendre compte à la fin que c'était pas vraiment par Christian qu'elle était séduite, mais par ce que disait Cyrano, et que c'est de Cyrano dont elle était vraiment amoureuse. Et elle va le savoir, ça, juste au moment où Christian... Alors, je ne sais pas si vous avez tous vu Cyrano de Bergerac, je vais essayer de ne pas vous spoiler, mais tant pis. Hein. Christian meurt à la guerre, et de dépit, Roxane s'en va dans un couvent, et Cyrano va la voir tous les jours. Et un jour, il se fait attaquer, il est déjà assez faible, et il lui demande de relire dans l'obscurité la lettre de Christian, la dernière lettre de Christian. Mais c'était lui qui l'avait écrite. Il la connaît par cœur. Et Roxane commence à la lire, Cyrano commence à répéter à dire ce qu'il y a dans la lettre. Et là, elle se rend compte que c'était pas Christian qui l'avait écrite, c'était Cyrano. Et là, elle se rend compte vraiment que c'était Cyrano dont depuis le début elle était amoureuse. Et ça change. Et là, il meurt. Voilà. Si vous voulez voir le film est très beau, la pièce est très belle, donc allez-y. Donc, qu'a fait Rinaldi? Il a dit, je vais utiliser ces 3 termes qui sont en fait des fonctions. Je les répète. L'attractivité, c'était pas gagné pour Cyrano au début, et je vous avais dit que ça se modifie au cours du temps. L'usure de la relation, il n'a pas vraiment pu tester l'usure, parce que déjà le film, la durée de l'histoire est assez trop courte pour avoir de l'usure. Et la réaction, c'est-à-dire qui est-ce qui est attiré par quoi. Et grâce à ça, il a un modèle, alors c'est un modèle simplifié parce que les fonctions qui sont derrière sont un peu plus compliquées que ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ces schémas-là. L'histoire, au début de l'histoire, vous avez... Alors, ici, vous avez la photo de Roxane, c'est l'amour, le sentiment de Roxane envers Cyrano. C'est-à-dire que plus c'est positif, plus elle est amoureuse. Plus c'est négatif, moins elle est amoureuse. Ici, vous avez Cyrano, plus il est amoureux, plus c'est positif, moins il est amoureux, plus c'est négatif. Et vous voyez qu'on trouve ce qu'on appelle en mathématiques des points d'équilibre, c'est-à-dire des points vers où on va se diriger. Quand ce sont des points noirs, ce sont des équilibres stables, c'est-à-dire un peu de creux dans le sens où la relation va évoluer vers ces points-là. Quand c'est des points blancs ou à demi-blanc, on s'éloigne de ces points-là. Il y a 3 points. On va s'intéresser surtout à ces 2 points-là. Celui-là, il est bien. Pourquoi? Alors, Cyrano est à fond, hein. Il est amoureux à fond, c'est-à-dire il est en haut, et Roxane est OK, d'accord? Si vous voyez ici, c'est 0 plus, OK. Et vous avez ici, vous avez toujours Cyrano qui est en positif, c'est-à-dire qu'il est amoureux, mais Roxane, elle, pas du tout, elle en a rien à foutre, hein, de Cyrano, d'accord? Et en fait, le début de l'histoire se situe vers ici, en fait. Il est vers ici. Et vers la fin de l'histoire, ce qui se passe, c'est que les paramètres de l'équation changent, et vous avez un glissement, si jamais ça marche, voilà. Et vous avez un glissement de l'histoire et de la configuration de l'équation qui fait qu'à la fin de l'histoire, il n'existe plus qu'un seul équilibre, qui est ici. Et là, Roxane est franchement amoureuse, et Cyrano n'a pas perdu son amour. Et d'un point de vue mathématique, on arrive à montrer l'évolution de l'amour de Cyrano et de Roxane grâce à des équations différentielles et des systèmes dynamiques. C'est-à-dire qu'on arrive à montrer comment on peut faire glisser des paramètres dans les relations amoureuses. Réfléchissez 2 secondes à votre relation à vous.
où est-ce qu'elle en est, où est-ce que vous avez les points noirs, et comment ça se passe. Et ensuite, la deuxième chose qui va être intéressante, c'est comment, si votre relation est un peu comme ça, alors j'espère pour vous qu'elle est par là, hein, d'accord. Si votre relation est un peu comme ça, comment, justement, vous allez devoir travailler pour qu'elle soit vraiment comme ça. Et en fait, c'est tout le but de la recherche sur laquelle on a travaillé, non pas sur la littérature, mais sur des couples réels. Je vais vous donner un autre exemple. Les ménages à trois. Alors les ménages à trois, il n'a pas pris des exemples, je ne vais pas vous demander s'il y en a qui sont ménages à trois. Le but est de regarder comment ça marche. Ils ont pris le film, les mêmes auteurs, hein, toujours. Ils ont regardé comment ça fonctionnait dans le roman et puis après le film Jules et Jim. Qui a déjà vu le film Jules et Jim? Alors, en général, dans l'audience, il y a quasiment personne qui l'a vu. Il y a par contre une chanson qui est hyper célèbre. Qui vous dit que... Ouais, c'est le tourbillon de la vie, ouais. Je vais la faire jouer, j'espère que ça va marcher. Juste pour vous raconter l'histoire. Catherine est amoureuse de deux hommes, un Allemand, Jules, un Français, Jim. Elle ne sait pas très bien vers qui elle est amoureuse, et ça lui va bien d'être amoureuse des deux. Elle va quand même se marier avec Jules, partir en Allemagne. Elle va s'embêter, il y a la guerre, Première Guerre mondiale, et en fait, Jim va les retrouver, et elle se rend compte qu'elle est bien attirée par Jim, et sous l'approbation de Jules, elle va commencer à former un autre couple avec Jim. Mais elle va se lasser de Jim, elle va revenir vers Jules. Si je vous raconte la fin, je ne sais pas si j'ai le droit ou quoi, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'elle hésite toujours entre les deux. À la fin, elle prend Jim dans une voiture, elle saute par-dessus un pont, il se suicide, c'est-à-dire qu'elle emporte avec lui Jim. Non, mais c'est pas grave, vous regarderez, c'est un film de François Truffaut qui est très très beau. Et la chanson, alors j'espère que le son va marcher, si ça marche pas, on verra bien. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. Ça vous dit quelque chose? Et puis elle chantait avec une voix qui Alors c'est Jeanne Moreau qui chante. Elle avait des yeux normaux, qui fascinaient, qui fascinaient. Il y avait le ras de son visage pâle, de femme fatale, de femme fatale qui fut fatale. Donc je ne vais pas passer toute la chanson, mais en gros, si vous écoutez, c'est dans le film, la chanson Tout vient de la vie. Du coup, les mathématiciens ont utilisé le même modèle et essayé de sauter de Jules à Jim et regarder comment Catherine évoluait. Et ils ont fait... Alors, en gros, il y avait des périodes où elle était avec Jules, des périodes où elle était avec Jim. Et ce qui se passe, c'est que les relations sont un peu plus compliquées, donc on va plutôt s'intéresser à celle-là. Ça veut dire que c'est une relation très chaotique, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros, la relation avec Jules, l'allemand, est très très chaotique. Et celle avec Jim est un peu plus régulière, mais très cyclique. Elle l'aime beaucoup, elle le déteste, elle l'aime beaucoup, elle le déteste, etc. Donc, en fait, ils ont réussi, là aussi, à essayer d'expliquer comment les relations dans le film se déroulaient. Le dernier exemple que je vais vous donner, toujours par ces chercheurs, c'est le cas dans Temps emporte le vent, qui est quand même un très grand classique. Si vous ne l'avez pas vu, pareil, je vais vous le spoiler. Et en gros, vous avez Scarlett, qui est attirée par... qui est très attrayante, et elle a toujours une cour d'hommes autour d'elle, mais elle a des vues que pour un homme qui n'est pas Rhett Butler au début, hein. C'est-à-dire qu'elle est amoureuse en général de quelqu'un qui est déjà marié, ou en tout cas qui va se marier. Donc elle a les vues sur un gars qui va se marier. Rhett Butler, pour cette première séquence ici, en fait, le fait qu'elle ne soit pas attirée par Rhett Butler, par Rhett, c'est ce qui fait qu'il va la trouver encore plus attractive. Et donc, lui, il va la draguer. Elle n'en a rien à faire de lui. Elle a la vue sur l'autre gars. L'autre gars va se marier. Donc, de désespoir, elle va en trouver un autre. Elle va se marier, l'autre gars va mourir. Rhett Butler va venir la consoler, il va retenter, ça ne va pas marcher. Elle va se remarier, il va remourir. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, elle va se marier avec Rhett Butler, qui était plus ou moins le plan B ou le plan C. C'était pas nécessairement le premier plan qu'elle avait. Ce qu'il y a, c'est que le premier le premier gars dont elle était amoureuse, qui était marié, va à un moment donné mourir. Ah non, c'est
c'est sa femme, merci, il y en a qui savent mieux l'histoire que moi. C'est sa femme qui va mourir. Et donc, elle a dit, ça y est, j'ai mes chances. Après quelques années, j'ai les chances avec l'autre. Rhett voit ça d'un mauvais œil. Il est déjà marié en plus avec Scarlett, donc il s'est dit, bah, je me casse. Et c'est à ce moment-là, au moment donné où lui il décide de partir et de ne plus être amoureux, qu'elle va se rendre compte que finalement, depuis le début, elle est amoureuse de Rhett et qu'elle va lui courir après. Malheureusement, c'est trop tard. Donc il faut regarder les scènes finales où il y a des... La toute dernière phrase, c'est demain est un autre jour. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Mais en gros, c'est un jeu de chat et de la souris. Je vous passe toute l'étude qu'il y a avec les équilibres derrière, etc. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez... C'est surtout ça qu'il faut regarder. Alors, on peut regarder ça, hein, avec les flèches, du début du film jusqu'à la fin du film. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'au début, Rhett est super amoureux, jusqu'au mariage. Elle, bof, bof. Et à un moment donné, ils vont se marier. Là, c'est le moment où il se rend compte que finalement, depuis le début, Scarlett est toujours amoureuse du premier gars. Donc lui va s'en aller et c'est elle qui va changer et qui va devenir super amoureuse. Donc là, on arrive à décrire avec des équations mathématiques les films. Alors il y a des périodes en pointillés, il y a des périodes, en fait, il y a des raccourcis dans l'histoire. Le film est très long, mais il y a quand même des raccourcis dans l'histoire parce que ça se passe sur plusieurs décennies. Et c'est toujours super intéressant. Ce qui va vous intéresser le plus ici, c'est dans la réalité. C'est ce qui vous concerne à vous. Vous, comment faire? Première question, est-ce que mon couple est solide? Deuxième chose, alors, encore une fois, c'est anonyme, vous inquiétez pas. En fait, là, ce que j'aimerais bien que vous regardiez et que vous me renseigniez, vous allez voir que c'est pas le même que tout à l'heure. Il faut le rescanner, c'est un autre. Et en fait, ce qui va m'intéresser ici, si vous le renseignez, c'est quels sont vos sujets de dispute. Alors, comme vous avez 1 minute, 2 minutes pour renseigner le truc, je vous ai aidé avec plein de sujets de dispute. En fait, l'intérêt, c'est de savoir statistiquement qu'est-ce qui revient le plus parmi vous. Alors, encore une fois, statistiquement, c'est quelque chose d'assez... c'est pas super statistique, j'ai pas un grand échantillon. Vous pouvez essayer, hein, vous scannez le QR code et vous renseignez un mot, soit quelque chose qui est là-dedans. Alors, je peux vous aider, hein, il y a faire le ménage, laisser les chaussettes sales par terre, par exemple. La jalousie, ça c'est un grand sujet de dispute. Les enfants, les repas, c'est il n'y a rien à manger, etc. L'invitation de collègues ou amis, alors il y en a certains qui peut-être se reconnaîtront là-dessus. L'argent, l'indépendance, la désorganisation. Il y a toujours plein de choses, toujours moi qui range, c'est toujours le bordel, etc. Le travail, tu travailles trop, voilà, je prends pas de place pour toi, etc. L'organisation des vacances, la belle-mère, ce que vous voulez. Et vous pouvez renseigner. Alors, juste, ça n'a pas démarré, c'est normal, hein, parce que je ne l'ai pas fait démarrer. Voilà. Allez, et je vous laisse remplir. Et je vous remets les... Et on découvrira les mots. Est-ce que tout le monde a scanné ou pas? Je vous laisse encore des mots pour vous inspirer, puis on regardera les résultats, vous verrez dans le nuage de points. Et vous pouvez y aller, hein, vous pouvez mettre plein de choses. Je vais les mettre comme ça. Donc essayez de le faire le plus sérieusement possible. Vous pouvez vous lâcher, hein, soyez pas juste grossier, mais vous pouvez vous lâcher. Encore une fois, c'est anonyme, je ne sais absolument pas, et puis j'efface, après je réinitialise tout, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait ça il n'y a pas longtemps, à l'ENS, j'avais à l'école normale supérieure, j'ai eu une conférence, j'ai vu noter. C'était vraiment rigolo, ils se sont lâchés, c'était vraiment bien. Et voilà, donc en fait ce qui est plus gros, c'est ce qui revient le plus souvent, ce qui est petit, c'est ce qui ne revient pas le plus souvent, et parmi tous ceux qui ont répondu, vous voyez à peu près, les enfants, le ménage, la jalousie, c'est quelque chose qui revient assez souvent parmi vous. Et donc après vous pouvez mettre autre chose, hein, il y a la priorisation, par exemple, la charge mentale, c'est un très bon sujet de dispute aussi. Les amis, les vacances, l'argent, la désorganisation. Vous pouvez rajouter d'autres trucs, ça bouge au fur et à mesure que vous rajoutez, que vous enseignez des trucs. Voilà. Donc en gros, les enfants, ménage, jalousie, désorganisation, on va laisser encore 10 secondes. Ça, c'était le premier questionnaire. Et le deuxième,
c'est vous disputez combien. Alors c'est le même, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire vous avez un nouveau questionnaire sur votre téléphone. Combien de fois vous vous disputez? Encore une fois, c'est anonyme, vous pouvez dire je me dispute tous les jours, il n'y a aucun souci. Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, et vous voyez en live comment vous répondez, parce que là pour le coup c'est vous qui faites changer la chose, et on voit qu'il y a une dispute à peu près une fois par semaine pour l'instant. Alors il y a 49 personnes qui sont connectées, il n'y en a que 18 qui ont répondu ou qui n'osent pas répondre. Vous pouvez y aller, on s'en fiche. Il y a quand même une bonne fréquence par une fois par semaine, une par jour, il y en a 2. Une par an, il y en a 3. Une par semestre. Ok, donc là je vais... en fait, l'idée derrière ça, c'est de vous impliquer dans ce qui va suivre, en commençant par une histoire que vous connaissez tous, les 3 petits cochons. Et pourquoi je parle des 3 petits cochons? Parce que votre couple est exactement... pas pareil que les petits cochons, je veux rien savoir. Votre couple est exactement pareil, la construction, la solidité de votre couple est exactement pareille que celle des maisons construites par les petits cochons. Et le méchant loup, qui va souffler, ce sont les disputes et les points de désaccord. Il y a ça, il y a d'autres points qui vont arriver dans votre couple. Votre couple sera soumis tout au long de votre vie à des disputes. C'est comme si vous avez un méchant loup qui vient souffler. Si votre couple n'est pas très solide, il va juste s'envoler sans aucun problème. S'il est très solide au contraire, il va pouvoir faire face à tous les mauvais coups que peuvent vous arriver dans une vie. Ça peut être un décès, ça peut être une perte de quelque chose, ça peut être une maladie, ça peut être un truc comme ça. Si le couple est solide, il résistera. Eh bien en fait, ça marche exactement pareil que pour les 3 petits cochons. Pour ça, je suis allé regarder d'autres statistiques et en fait, parmi les personnes interrogées, les principaux motifs de rupture, ce sont les disputes incessantes, en premier. Deuxièmement, c'est la monotonie. Je parlais de l'usure tout à l'heure, c'est exactement ça. L'absence répétée du conjoint, l'absence de désir, et le départ des enfants du foyer. Ça peut aussi arriver quand les enfants sont grands, s'en vont à l'université, justement. Pour ceux qui sont étudiants, là, vous regarderez vos parents, vous leur demanderez. Et au lieu d'utiliser le modèle qui a été utilisé dans la littérature, on a décidé, avec mon équipe, c'était 2 étudiants de notre M1 et puis d'autres collègues, on a décidé de faire un modèle mathématique qui s'inspire de l'écologie. C'est-à-dire que le modèle mathématique des relations amoureuses, de nos relations amoureuses, est vu comme un environnement écologique en danger. Et donc on va être des écologistes en puissance pour préserver notre relation amoureuse. C'est basé sur un travail de Warder Clyde Ali. Alors pour ceux qui m'ont eu, j'en ai quelques-uns qui m'ont eu en classe, vous connaissez, parce que j'en ai parlé. Et en fait, c'est vu comme une espèce à protéger la relation amoureuse, toujours avec les 3 termes qui sont les principaux, l'attractivité, l'usure et la réaction. Je vous donne un exemple. Si vous avez, pareil, le sentiment amoureux en vertical et le temps, la durée du couple, de la relation en abscisse, en fait, on a mis une capacité maximale d'amour. C'est-à-dire qu'on peut aimer jusqu'à un certain seuil. Il y en a qui disent aimer en mourir, etc. On ne va pas aller jusque-là, on va dire on va aimer jusqu'à un seuil de maximal d'amour. Et il y a un seuil qu'on appelle M, qu'on utilise beaucoup dans les modèles à effet Ali, justement les modèles écologiques, qui font qu'en dessous de ce seuil, alors imaginez-vous, on va juste laisser les relations amoureuses de côté pour vous donner l'exemple, imaginez la population de thon rouge en Méditerranée. Si on a une population de thon rouge qui est trop faible, elle ne va pas avoir la masse suffisante de mâles et de femelles pour reproduire et repartir. L'espèce est en danger, elle va disparaître. Donc quand on est en dessous de ce seuil-là, ce qui va se passer, c'est la zone à risque. Si on ne fait rien, la population nécessairement va tendre vers 0. Imaginez-vous par exemple qu'il existe dans le monde seulement 2 tigres à l'état sauvage. Un mâle en Chine et une femelle en Inde. Quelle est la probabilité pour qu'ils se rencontrent et qu'ils aient des enfants? Elle est quasiment nulle. C'est exactement cet effet-là. Okay. Au-dessus de ce seuil, c'est bon, il y a suffisamment de population. La population, ça peut tout peut se repeupler, les animaux, etc. Et l'espèce n'est plus en danger. Votre relation est pareille. En dessous d'un certain seuil, qui est un seuil
on va dire, de confiance vis-à-vis de l'autre, en tout cas d'amour, en dessous de ce seuil-là, si vous ne faites rien, ça va s'étioler et votre relation va s'arrêter. Si vous êtes au-dessus, pas de problème, même sans rien faire, presque de façon naturelle, il va rester toujours très haut. Donc, je vous donne un exemple. Imaginez-vous que vous commencez votre relation, j'espère en tous les cas quand vous l'avez commencé, ou pour ceux qui n'ont pas encore commencé, quand vous allez recommencer une, vous êtes en haut là, et au début, tout est beau. Puis arrive la première dispute. Mais comme vous aimez beaucoup, le seuil ici n'est pas très haut. Mais par contre, arrivé à la première perturbation, la première dispute, le premier mauvais coup, en fait, le seuil va remonter, le seuil de danger. Pourquoi? Parce qu'on fait un peu moins confiance à l'autre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on a des disputes, ce seuil-là, au fur et à mesure, monte. Mais plus il monte, plus la zone sans risque devient petite. Et il faut galérer pour pouvoir conserver cette zone-là. Plus il est bas, plus vous pouvez vous disputer, il n'y a aucun problème, parce que vous arrivez à conserver le seuil très bas. Eh bien, en fait, c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez avoir une première dispute, puis une deuxième, et le seuil monte, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les deux courbes se croisent. Et votre relation qui était au début sans risque, devient un risque, et c'est comme ça qu'on va décroître vers zéro. Sans rien faire, juste en laissant les perturbations extérieures arriver. Que ce soit de la jalousie, que ce soit une dispute ou quelque chose, peu importe, c'est comme ça que ça va arriver. Quelle est la clé pour une relation réussie? C'est d'avoir le seuil M le plus bas possible, du début à la fin de votre relation. Comment y arriver? Toujours avec ces trois paramètres. Le seuil M, il dépend de ces trois paramètres. Restez toujours attractif. Pas de relâche. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une relation amoureuse, c'est une reconquête quotidienne, que ce soit physique, que ce soit des gestes de bienveillance vis-à-vis de l'autre, que ce soit l'écoute, que ce soit le faire rire, aller bouger, etc. Deuxième chose, c'est l'usure, justement, pas ennuyer. Ce qu'on appelle l'habituation. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène en psychologie, l'habituation. Si vous mettez un parfum, je pense que tout le monde ici a fait l'expérience, vous mettez un parfum au début, vous sentez, ah je sens super bon, etc. Au bout de 2-3 mois, les gens vont vous dire, ah tu sens bon, mais vous ne sentez plus rien. En fait, votre cervelet a imprégné le fait que ça vient de votre corps à vous. Et en fait, pour faire plus attention à ce qui arrive à l'extérieur pour le danger, ça vient des hommes préhistoriques, eh bien, il a incorporé ça et il dit ça vient de moi, c'est pas quelque chose de... Voilà. Et donc, l'habituation, c'est un phénomène complètement génétique, qui vient de chez nous, qui vient de très loin, mais qui nous appartient, qui fait qu'on n'entend pas nos battements de cœur et les bruits qu'on fait, et qu'on ne sent pas nos odeurs, d'accord? Eh bien, quand vous êtes en couple depuis longtemps, votre cervelet dit lui, je connais. Je connais, j'en ai plus rien à foutre. Il ne fait plus partie de trucs extérieurs. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que de temps en temps, si vous avez cette habituation qui s'installe, vous allez être attiré par quelqu'un qui est nouveau, ce qui est normal, ou avoir peur, ça dépend. Mais celui qui est autour de vous fait partie des meubles. Et ça, c'est pas bon, parce que du coup, ça fait remonter le M. Phénomène d'habituation, il faut essayer d'éviter un maximum. Et la dernière chose, c'est la réaction vis-à-vis de l'autre. D'accord? Eh bien, en fait, alors, pour la réaction, je vous donne une clé, qui est une des clés qui permet d'avoir le M suffisamment bas, c'est la jalousie. Ceux qui ont la barre la plus basse ici sont ceux qui sont quasiment pas jaloux. Pour ceux qui sont hyper jaloux, dites-vous bien que vous êtes ici, là. Cette barre-là, elle est là. C'est-à-dire qu'au premier dérapage de l'autre, tac, c'est mort. Alors que si vous n'êtes pas jaloux, premier dérapage, vous en discutez, etc. La barre ne change pas, vous continuez, vous reprenez, etc. Mais ça dépend de votre caractère et du caractère de l'autre. Réfléchissez-y, soit si vous êtes en couple, soit si vous projetez d'être en couple. Regardez toutes les histoires dans la littérature, dans les films, les chansons, etc. La plupart des cas de rupture sont dus à quoi? À la jalousie. Là, la zone à risque, eh bien en fait, vous êtes toujours dans cette zone-là qui monte et vous allez à un moment donné basculer vers l'échec de la relation. Donc ça, c'est le modèle qui est compliqué. On va pas... Et on a fait, alors ça, ce que je vous ai fait, c'était des choses que moi j'avais dessinées. Et maintenant, je vais vous faire voir ce que nous, on a fait avec les simulations, avec les équations. Donc la zone rouge, c'est la zone qui a risque, la zone bleue, c'est la zone sans risque. Et on a modélisé 3 types de couples qui correspondent aux cabanes des 3 petits cochons. Donc vous avez le couple tendu, pareil, qui part direct à la dispute, c'est-à-dire
Premier reproche, ouais, mais de toute façon tu fais ça, et puis ah, mais de toute façon c'est de ta faute, etc. Donc ça c'est un couple très tendu. Le couple impulsif pour lequel ça va aller, puis d'un coup, pouf, il y a une grosse dispute, on ne sait pas d'où ça vient. Et le couple assez calme, assez tranquille, pour lequel on arrive à avoir une relation solide. Le couple tendu, c'est le pire. C'est la maison de paille. Alors, en plus, je vous ai fait ça. Vous avez même fait le dessin animé, hein, d'accord? Enfin, je ne l'ai pas fait, je l'ai mis. Et vous voyez que ça va bien au début, et c'est tellement tendu que ça reste en bas très très vite. Ça, c'est le couple tendu. Vous avez le... Hop, je suis allé trop vite. Voilà. La maison en bois, où là, ça a l'air de tenir en apparence. Et tout d'un coup, il y a une impulsion de trop qui fait que... Alors les impulsions, c'est vraiment des grosses disputes, hein, mais ça arrive quand même à revenir, et vous avez une dispute de trop qui va faire que c'est impossible de remonter. On reste coincé en bas. Et vous avez le couple pour lequel il n'y a pas grand-chose qui se passe, ou en tout cas, même s'il y a des disputes, elles sont assez vite résolues. C'est-à-dire qu'on s'écoute, puis on essaie de réparer les choses. Et là, même s'il y a une sorte de descente qui se fait, mais ça c'est dû à l'usure du couple, on reste quand même au-dessus, et on reste dans la zone qui est la bonne zone. Donc, ça c'était le cas où on a le seuil qui reste constant, parce que c'était un peu compliqué de faire, faire bouger les deux. Et là, on a testé avec le seuil qui bouge sans arrêt. C'est pour ça que, en fait, à chaque fois qu'il y a une dispute, vous avez la quantité d'amour ici, et le seuil de tolérance qui va monter suivant les disputes ou baisser, parce qu'en fait, on peut le faire baisser en se faisant pardonner, par exemple, ou en essayant, ok, j'avoue, c'est moi qui ai fait des bêtises, etc. Et donc, en fait, vous pouvez avoir un couple pour lequel ça a commencé mal, et finalement, le seuil de tolérance arrive à être géré, et le couple va remonter, la relation va remonter. C'est pas parce que c'est mal barré, une relation, qu'on peut rien faire à la fin. Et là, au contraire, le seuil était bas, mais le couple a mal géré le truc et le seuil est remonté. Question que je pourrais vous poser. Et vous, alors je ne vais pas vous faire... Essayez dans votre couple de repérer où se situe votre barre. Essayez de voir comment vous pourriez faire pour la faire baisser ou la laisser haute, hein, ça dépend de ce que vous voulez exactement dans votre couple. Toujours avec ces trois termes. L'attractivité, l'usure ou l'habituation et la réaction. Et j'en arrive au deuxième point. Ne vous inquiétez pas, il est plus court hein, que le premier. Pour ceux qui sont en couple ou célibataires. Et ça date il n'y a pas longtemps, ça date de moins d'1 an. C'est un travail de recherche que je fais avec 4 autres personnes. Et la question, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, on n'en a plus rien à foutre. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si, par exemple, vous êtes célibataire et vous décidez de déménager dans une région où il n'y a que des couples. Je pense qu'à un moment donné, ce que vous allez essayer de faire, c'est de vous mettre en couple assez rapidement. Parce que, de toute façon, l'environnement fait que vous avez beaucoup de couples autour de vous. A l'inverse, imaginez-vous que vous êtes en couple et que vous déménagez dans une zone, une région, où il n'y a que des célibataires. C'est un peu comme l'île de la tentation, hein, d'accord? C'est-à-dire que, combien de temps va durer le couple face à ça? Eh bien, c'est ce qu'on a essayé de simuler. Alors ça, c'est un schéma pour vous expliquer, c'est-à-dire que vous êtes au centre, hein, d'accord? Et vous êtes tout autour de là où il y a des couples. La probabilité pour que vous vous mettiez en couple est très grande. Ensuite, vous êtes en couple et vous êtes entouré de célibataires en violet. La probabilité pour que vous vous sépariez devient très grande. Eh bien ça, pour le modèle, on s'est inspiré d'Alan Turing, qui est assez connu, hein, et de ce qu'on appelle les structures de Turing. Alan Turing a imaginé un des premiers modèles mathématiques appliqués à la biologie, avec l'espace, où vous avez deux espèces chimiques. Une qui va inhiber et l'autre qui s'auto-active. Et ce petit jeu entre inhibition et activation, et en même temps diffusion, c'est-à-dire qu'il faut que ça diffuse très très vite. Alors je vous explique, 2 secondes. Vous avez deux espèces chimiques. Celle-là va s'auto-activer, celle-là va inhiber, c'est-à-dire qu'elle va empêcher celle-là de monter. Mais celle-là va activer celle-là, mais celle-là va très vite. Alors, ça va très vite. Enfin, les explications sont assez basiques et sont rapides parce que j'ai pas trop le temps de vous l'expliquer. Mais en gros, ce qui est important de regarder, c'est que ce processus-là, décrit par Alan Turing, permet de faire monter localement ce point-là qui va dépasser ici, et celui-là qui va inhiber tout le bord, va empêcher le rouge de se déployer et va créer une sorte de zone ici, qui fait qu'il faut aller un peu plus loin pour que le rouge reparte de nouveau. Et ça va faire tout autour du rouge des zones bleues d'inhibition.
En fait, c'est ce qu'on appelle des activateurs inhibiteurs, c'est des éléments chimiques. Ça a permis... Alors, on peut avoir plusieurs formes. On peut avoir ces petits points-là qu'on voit là, on peut avoir des trucs en ellipse, et quelquefois les ellipses peuvent devenir des bandes. Quand il a écrit son papier, Alan Turing, il a écrit pour expliquer comment, à partir d'une sphère dans le fœtus, enfin, quand on est un amas de cellules, c'est très sphérique. Comment est-ce que tous, on arrive à avoir tout d'un coup 2 bras, en plus de façon symétrique, 5 doigts, le même nombre de vertèbres, etc. Grâce à ce genre de système et d'équations, et notamment l'explication de pourquoi les guépards ont des taches, pourquoi les zèbres ont des zébrures. Grâce à ce type d'équation, on sait l'expliquer. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'avec les équations d'Alan Turing, on peut avoir quasiment tout le pelage, tous les motifs du pelage du monde animal. Et mathématiquement, on a prouvé, et ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'il est possible pour un animal qui a des taches ici, d'avoir des rayures au bout de la queue, d'accord? Vous voyez par exemple les chats ou les guépards, etc. Que quand on a des rayures, on les a au bout, mais que quand on a des rayures au début, c'est impossible mathématiquement d'avoir des taches au bout de la queue. C'est-à-dire qu'on peut commencer par des taches, avoir des rayures jusqu'à la fin, mais on ne peut pas commencer par des rayures et avoir des taches au bout. Réfléchissez à un seul animal qui a ce genre de schéma, il n'y en a aucun. Pourquoi? Mathématiquement, ce n'est pas possible. Grâce aux équations. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce système-là fait encore partie des mathématiques appliquées à la biologie, au règne animal. Et bien on a utilisé cette structure de ce qu'on appelle réaction-diffusion, c'est-à-dire que les phénomènes se diffusent et en même temps interagissent, activation, inhibition, pour parler des couples et des célibataires. Les célibataires et les couples se baladent, se diffusent, et ils interagissent entre eux. Un célibataire va essayer de casser un couple, ou 2 célibataires vont se mettre en couple, etc. Et c'est cet échange-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la France comme exemple. Alors, la France, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde, alors on va plutôt s'intéresser à ce qu'il y a à gauche, ça c'est les célibataires. En 2008, on voit que les régions où il y a le plus, alors ça ne se voit pas trop, le contraste n'est pas super, mais en gros les régions les plus foncées sont celles-là, il y a le plus de célibataires, et bizarrement la Bretagne. Alors je ne sais pas pourquoi la Bretagne. Ici je comprendrais pourquoi il y a plus de célibataires ici, mais bizarrement en Bretagne, alors si vous êtes en couple, évitez ces 2 régions. Voilà. Par contre, là, ici, vous pouvez y aller, hein, l'Alsace-Lorraine, vous pouvez y aller, il y a plein de couples, il n'y a pas de problème. Celle de droite, c'est plutôt pour ceux qui sont plus de 60, entre 60 et 89, ils sont célibataires pour d'autres raisons. D'accord? Soit parce qu'ils sont veufs, soit par d'autres choix. Et ce qui nous a intéressé, c'est regarder comment a été répartis les célibataires en France. Et on a fait un zoom, et on a vu, alors il faut vraiment s'accrocher, parce que là, en fait, là, le contraste n'est pas super, mais ça fait vraiment comme des taches du pelage des animaux. Et c'est pour ça que ça nous a donné l'idée de le faire et de le décrire comme ça. Et on est parti d'une carte un peu plus simplifiée. On a fait un zoom sur la zone de la Bretagne. Et alors, c'est pas super flagrant, parce que, en gros, alors je vais vous le montrer, ça c'est nos simulations numériques. Alors évidemment vous allez dire que ça ne ressemble pas du tout à ça, c'est normal, hein. C'est-à-dire qu'on a pris les données d'une région comme ça, et ça c'est vraiment quelque chose de zoomé, de quelque chose, et en plus nos simulations font qu'on n'a pas des petits trucs comme ça, on a des ellipses, mais nos simulations arrivent à montrer qu'on peut obtenir des spots de célibataires. Nos équations permettent d'expliquer comment les célibataires se concentrent dans certaines régions. Et c'est encore plus intéressant, c'est quand on utilise des applications de rencontres. Question, alors je ne vais pas vous demander d'utiliser des applications de rencontres, est-ce que les applications de rencontres sont utiles ou pas? Et on s'est posé la question de, imaginez-vous que vous êtes en plein centre de Lyon, vous êtes célibataire ou en couple, hein, on va dire célibataire, et vous voulez chercher l'âme sœur. Vous avez une densité très grande, et vous pouvez vous déplacer parce que vous avez la voiture, le métro, le train, etc. La possibilité de rencontrer quelqu'un qui, en plus, enfin, qui vous plaît et à qui vous plaisez, parce qu'il faut que ce soit réciproque, est énorme. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rencontrer la première personne et vous dire « Ah, c'est la bonne, je reste en couple ». La plupart des gens vont dire « Non, je vais essayer la suivante ». Et en fait, on va toujours chercher mieux. Au final, qu'est-ce qui va se passer? L'application de rencontre va avoir exactement l'effet inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire on ne va jamais se mettre en couple. A l'inverse, imaginez-vous que vous êtes en pleine campagne
et qu'il y a une personne tous les 10 km qui potentiellement vous intéresse et à qui vous intéressez. Eh bien, en fait, l'application de rencontre va vous aider à la rencontrer et la probabilité que vous mettiez en couple va être beaucoup plus forte que si vous étiez en centre-ville. Et on a essayé de voir si mathématiquement on pouvait expliquer ce phénomène de est-ce que l'usage des applications de rencontre est utile ou à l'inverse va complètement avoir l'effet justement contraire de ce qu'on est quand on veut chercher à être en couple. Eh bien, on a regardé des cartes et on a regardé exactement comment ça se passait. Hein. C'était là, ce sont les. En fait, là, c'était intéressant. On a regardé surtout les couples hétérosexuels. On n'a pas regardé les autres couples, mais ça peut marcher hein. Pareil. Bizarrement, les femmes, c'est en rose et les hommes, c'est en bleu. Les femmes se concentrent comme des tâches de Turing. Les femmes célibataires. Hein. Les femmes célibataires se concentrent dans des villes. Les hommes, eux, sont assez uniformes. Bon, il y a toujours, en proportion, hein, il y a toujours plus d'hommes dans les villes, évidemment, mais les hommes restent plus en campagne et les femmes, quand elles sont célibataires, vont dans les villes. Il y a des émissions hein, spéciales, hein, L'amour est dans le pré, quand on a les célibataires hommes qui recherchent des femmes, c'est un peu ce truc-là. Mais en gros, c'est comme ça qu'on perçoit les choses. Et donc, alors, l'équation est encore plus compliquée. C'est ce qu'on appelle les équations de réaction-diffusion non locale, etc. Donc, en fait, on se diffuse, on regarde ce qui se passe aux alentours et on répond. Mais en gros, voilà comment ça fonctionne. Vous avez un grand cercle de potentialité de votre application de rencontre et vous avez plein de célibataires autour. Est-ce que vous allez vous mettre en célibataire ou non? Est-ce que vous allez vous mettre en couple ou pas? Ou alors vous avez à l'inverse un petit cercle parce que vous ne pouvez pas vous déplacer, il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Donc là, vous n'avez que 2 personnes potentiellement que vous pouvez rencontrer avec qui vous allez être en couple. D'accord? Eh bien, on a fait les simulations, c'est plutôt ça qui va vous intéresser. C'est que ici c'est le centre-ville, ici c'est la campagne, les 2 bords c'est la campagne. Eh bien, en fait, le trait plein, c'est avant l'application de rencontre. D'accord? Ça, c'est le nombre de célibataires. Hein. Donc, on regarde le nombre de célibataires. Et en fait, on voit que le nombre de célibataires va baisser quand on est en campagne, c'est-à-dire que ça diminue. Quand c'est en rouge, c'est que ça baisse. Et quand c'est en vert, c'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de célibataires. Alors, ici, alors c'est en proportion, hein, évidemment. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que bon, en centre-ville, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'on était déjà au taquet. En banlieue, c'est-à-dire autour, c'est pas bon d'utiliser des applications. Par contre, quand vous êtes en campagne, là, ça devient vachement plus intéressant. Donc, si vous êtes célibataire, déménagez en campagne. C'est là où vous allez pouvoir faire des choses intéressantes. Il y a 2 choses qui vont être influence les deux, on va dire les 2 paramètres les plus importants dans ce modèle. Un, c'est l'efficacité de l'application de la rencontre, qui va juste balayer tout autour de vous. La deuxième, c'est les moyens de transport. Parce qu'il faut évidemment que vous puissiez vous déplacer d'un côté et de l'autre de la ville. Alors j'ai pris un train à grande vitesse, mais en gros, c'est les 2 paramètres. Imaginez-vous maintenant, au siècle dernier, au début du siècle dernier et même avant, quand on était dans les villages, qu'on n'avait pas de voiture, la seule façon de rencontrer quelqu'un, si ce n'était pas entre cousins évidemment, c'était de faire les fêtes de village et de prendre une carriole, de faire la fête du village. Si vous trouviez quelqu'un qui vous plaisait et en plus que celle-là vous plaisait ou lui vous plaisait, c'était gagné, vous restiez marié à vie, d'accord? Eh bien, c'est à peu près ce qui se passait il y a 200 ans. Maintenant, ça a complètement changé. Question, est-ce que les jeunes générations vont en avoir ras-le-bol d'utiliser justement les applications de rencontre et justement de papillonner à droite à gauche? Est-ce qu'ils veulent vraiment se recentrer vers quelque chose de beaucoup plus réel, d'avoir un contact, etc. En gros, est-ce qu'ils vont plus dans les fêtes de village, dans les bars, pour avoir des vraies rencontres et discuter? Ça, on le verra dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Jusque-là, ce que je peux vous dire, en tous les cas, pour tous ceux qui sont ici, de lire ce bouquin, qui est La lenteur de Kundera, qui fait l'éloge, justement, de la lenteur, de la relation, de prendre son temps, de connaître la personne, et de ne pas aller vite, et justement de revenir à il y a 200-300 ans, où on se faisait la cour, on prenait le temps, et on ne commençait pas à avoir une relation sexuelle dès le premier soir, et on prenait le temps de laisser monter le désir. Je vous le conseille. Je ne sais pas si vous l'avez à la BU ici, il faudra que vous me disiez. Les collaborateurs avec qui... Alors je me suis rendu compte hier en le faisant, j'ai aucune femme, je suis désolé, mais j'ai aucune femme dans les collaborateurs. Ça va un peu partout, ça va de
de l'Inde à l'Algérie, au Chili, à la Russie, à la France. Et je finirai juste par... Et voilà, je finirai juste mon exposé sur essayer dans votre relation de ne pas craindre le grand méchant loup. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté depuis le début et d'être attentif. Je ne sais pas si on aura le temps pour des questions, mais en tout cas, si vous en avez, je serais ravi d'y répondre. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour cette conférence qui était très intéressante. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, j'étais étudiant dans votre licence. Et la question que j'aimerais savoir, que j'ai avancé sur votre livre, mais j'aimerais le faire lire à notre partenaire de couple. Mais le problème, il me dit qu'il n'a jamais fait de mathématiques. Ah. Est-ce qu'il faut réellement comprendre des mathématiques et des équations différentielles pour lire votre livre? Merci. Alors ça, c'est une très bonne question. Et quand j'ai écrit le livre, mon éditrice, c'était une demande de l'éditrice, qui m'a dit je veux que tu fasses un livre sur ça, etc. Je dis ok. Et la première chose, c'est qu'elle m'a dit je veux qu'il y ait des équations. Moi, j'ai dit non. Et elle a fait un bac littéraire. Elle avait 0 en maths. Elle m'a dit j'étais nul en maths. Elle m'a dit je veux juste comprendre. Et si moi je comprends, les autres vont comprendre. Moi, j'étais contre mettre des équations. Et elle m'a dit non, parce que c'est pas en montrant que des courbes ou des choses comme ça. Il y a certaines personnes qui veulent comprendre comment ça marche, en tous les cas, ce genre de choses. Et j'ai 2 populations de lecteurs qui m'ont répondu en me disant moi, dès qu'il y avait des maths, je zappais les équations. Parce qu'en fait, c'est plein de petites histoires, que ce que je viens de raconter, qui racontent toute l'évolution, etc. Et en fait, ça explique aussi comment est-ce qu'on construit un modèle mathématique en fonction de les termes de l'usure, etc. Ceux qui ont fait alors de l'autre côté, j'en ai qui ont fait des mathématiques qui m'ont dit heureusement qu'il y avait les maths parce que j'ai adoré lire les mathématiques. Mais les deux, on peut le lire de 2 façons différentes. Donc on peut le lire sans faire de maths, sans connaître les maths, et on peut le lire en ayant fait des maths. Et mon éditrice, elle m'a dit je suis super forte en équation différentielle maintenant, je comprends tout. Et maintenant, elle m'a dit je me la pète dans les dîners. Mais en gros, c'est qu'on peut faire les deux. Donc même si vous connaissez rien en maths, vous pouvez vraiment le lire. Les équations sont là pour ceux qui ont fait des maths, qui veulent vraiment regarder comment ça fonctionne et se rappeler à quelques souvenirs, surtout certains des étudiants, justement. Et ceux qui n'aiment pas les maths, vous zappez, c'est 3-4 lignes, et puis hop, vous passez à ce qui suit. Sur la présentation de votre conférence, il y avait marqué que vous vous intéressiez à plein d'autres choses, comme les maladies neurodégénératives, je ne sais plus quoi. Donc, en fait, est-ce que ça vous aide aussi, vos modèles mathématiques, ou ce côté connaissance en biologie ou en médecine, je ne sais pas bien, est-ce que ça vous aide aussi pour expliquer votre relation? Ouais, merci, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que la question c'est, si je peux la retraduire, est-ce que les outils mathématiques qu'on utilise là sont spécifiques aux relations amoureuses? Est-ce qu'on les utilise ailleurs dans notre... Alors on a vu que c'était aussi pour les modèles écologiques. Mais par exemple, le fait d'avoir des ruptures et des sortes de perturbations qui font décroître, c'est ce qu'on appelle des modèles mathématiques à impulsion. Et ces modèles mathématiques à impulsion, on s'en sert beaucoup pour guérir certaines maladies, comme les cancers. Et les impulsions, en fait, sont les chimiothérapies. Et ce qu'on appelle ici les sentiments amoureux sont les cellules cancéreuses qu'on essaie de détruire. Et on voit que si on les détruit, mais qu'on est quand même au-dessus du seuil, et qu'on arrête tout d'un coup la chimio, ça repart. Si par contre on détruit et que ça passe en dessous du seuil, on n'a presque limite rien à faire et le cancer s'arrête de lui-même. Et ce qui se passe, c'est ce qu'on travaille avec les radiobiologistes, c'est de savoir à quel moment ça ne sert à rien de s'acharner de faire des chimios, alors que ça fait déjà 10 jours qu'ils auraient pu arrêter parce que c'était très efficace. Et bien ce sont les mêmes outils, les mêmes modèles qu'on utilise. Et donc tout ce qu'on utilise ici sert dans d'autres choses. Les couples, les applications de rencontres et les couples, on s'en sert par exemple pour la formation des plaques dans la maladie d'Alzheimer. Ça forme des plaques, ce qu'on appelle des plaques amyloïdes. En fait, c'est les concentrations des protéines d'Alzheimer dans le cerveau. Et la question, c'est comment ces plaques se forment. Et ben, c'est exactement ce genre de choses, c'est-à-dire ça fait ce qu'on appelle une structure de Turing, et on utilise ces mêmes équations. Donc en fait, ces outils-là mathématiques, on s'en sert sans arrêt.
Ah ben, alors c'est mon prochain livre. Non mais en gros, c'est sur ça que je travaille en ce moment, sur mon livre. Enfin, sur toutes mes recherches et en plus, j'ai dit à mon éditrice, cette fois, il n'y aura plus de maths. Voilà. Mais en fait, j'essaie de raconter tout ce genre de choses qui peuvent être super intéressantes, notamment pour... Alors, une des questions, par exemple, c'est pourquoi les régimes alimentaires ne marchent pas à long terme. Pourquoi, quand on fait un régime, ça marche super bien, et au bout de 3 ans, on rencontre la personne qui avait fait les régimes, et elle a doublé de volume. On dit, merde, ça marche pas. On les voit à la télé, hein, ceux qui le font. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi, que je me suis posée, c'est pourquoi ça marche pas. Donc j'ai fait des modèles mathématiques. Et c'est vraiment très intéressant. La réponse, c'est si ça marchait, ça se saurait. C'est-à-dire s'il y avait un seul régime qui marchait à long terme, ça se saurait. Et la deuxième, c'est pourquoi ça marchait jamais. Et j'ai discuté même avec des spécialistes des régimes alimentaires au NIH, c'est l'équivalent de l'INSERM aux États-Unis, qui m'ont dit, ceux qui commencent un régime, ça marche pas parce qu'ils ont toujours faim, toujours faim. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comme pour les relations amoureuses, quelles sont les astuces pour faire un régime, ou en tout cas, avoir quelque chose qui marche bien? Ça, vous ne le saurez pas aujourd'hui. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai acheté votre livre dès que j'ai vu le titre, parce que je ne pensais pas qu'on aurait pu associer deux phénomènes aussi différents que les maths et que l'amour. Maintenant, avec ce que vous venez de dire sur les d'autres applications possibles des mathématiques, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on peut tout modéliser? Est-ce qu'il y a des phénomènes qui résistent à la modélisation mathématique, des phénomènes qui seraient complètement imprévisibles, stochastiques, je ne sais pas comment on peut les décrire? Ça aussi, c'est une bonne question. Mes étudiants que j'ai eus, j'en ai 2-3 là, j'en ai un ici, vous diront que ma réponse est oui, on peut tout modéliser. J'ai 2 exemples précis sur lesquels, justement, la promo de cette année en Master 1, justement, demain, ils vont faire j'en ai eu en projet. Un des exemples précis, c'est pourquoi les révolutions dans un pays, pourquoi il y en a certains qui marchent et d'autres pas. Pourquoi, par exemple, la Bastille, la prise de la Bastille en 1789, c'était un petit événement, a fait basculer le pays dans la République. Et pourquoi les Gilets jaunes, ça ne marche pas? Pourquoi en Iran, ils essayent et ça ne marche pas? Pourquoi, en fait, en gros, pourquoi une révolution va marcher? Et des fois, il faut un petit événement pour que ça marche. Et pourquoi ça ne marche pas? Ça, c'est ce que j'ai fait faire à mes étudiants cette année, dans un des projets. Et un des deuxièmes projets sur lesquels je les ai fait travailler et qui vont présenter, c'est un autre groupe, c'est comment on peut écrire un scénario de film qui va marcher. Et on a décortiqué tout le box-office des 50 dernières années, et on a vu un schéma mathématique qui existe, on a mis ça en équation, et on a dit, eh bien ces schémas-là décrivent parfaitement les derniers scénarios des numéros 1, des box-office, etc. Donc en fait, il faut prendre une idée, essayer de la retranscrire sous forme mathématique, pas nécessairement sous forme d'équation différentielle, ça peut être d'autres formes, mais en gros, a priori, moi c'est constamment, tout ce qui m'entoure, je me dis, on pourrait faire des trucs comme ça de façon intéressante. Et donc, n'importe quel phénomène peut être décrit, à mon sens, par les mathématiques. Ouais. Donc là, mes étudiants, en fait, ils rigolent quand ils voient justement les révolutionnaires qui essaient de faire basculer la France, etc. Et donc ça ne va jamais marcher, parce qu'ils savent, eux, mathématiquement, que ça ne marchera pas. Voilà. Par contre, nous, on sait que si on était au pouvoir, on saurait comment faire glisser vers un changement de régime et devenir dictateur. On ne va pas le faire.